déjà parce qu'on était dans l'autre groupe, donc c'est parfait. Je vous signale juste pour information que ce sera podcasté. Voilà, donc on parle dans les micros à cette fin-là. On se retrouve ici pour un temps d'échange autour de la liberté de création, de programmation et d'expression. On a voulu ici se permettre de réfléchir à la fois au rôle que peut occuper Grabuge en tant que fédération régionale et à notre positionnement par rapport à la défense de ces libertés dans un contexte qu'on connaît et qui est aujourd'hui complexe et politiquement et économiquement. Faire le lien évidemment avec des bonnes pratiques, des exemples de projets et aussi des actions au niveau national. Donc on est ensemble jusqu'à 17h pour ça. Euh, Arnaud, je t'excuse par avance, puisque tu devras pour raison de transport nous quitter légèrement avant. Euh, Peut-être en élément de contexte, rappeler, comme vous le connaissez toutes et tous, évidemment, les attaques qu'on a déjà eues sur ce territoire du Grand Est. Hein. On a eu plusieurs cas lors de la tournée 2024-2025 de Médine, la tournée de calage criminel aussi à l'autre canal. Plus récemment également, les interventions dans la cadre d'une table ronde au SMA d'Emmanuel Cutita au titre de son mandat et des réactions qu'il y a eu sur son territoire. Donc il y a effectivement des problématiques aujourd'hui d'élus d'extrême droite, hein, mentionnons-le, qui vont heurter les programmations, la mise en péril des projets via aussi des coupes budgétaires, de la désinformation. Tout ça heurte un peu l'ensemble des engagements qu'on peut porter et des valeurs qu'on défend à travers de la fédération. Donc là, on va s'interroger ensemble sur cette petite heure, hein, sur comment nous mobiliser et nous positionner en tant que fédération d'acteurs des musiques actuelles pour défendre ces libertés. On va explorer aussi les pistes autour des droits culturels et de voir si c'est peut-être un outil au service des structures dans ce cadre-là et de voir comment les mobiliser. On va traiter dans un premier temps sur la question de ces libertés en se demandant si cette problématique qui est au final nationale touche l'ensemble des esthétiques. Et du coup, je vais me tourner vers Sébastien, donc Sébastien Lecel, directeur de Zone Franche. Je vais te laisser déjà peut-être te présenter et puis dans un deuxième temps nous raconter si cette problématique du coup elle fait aussi écho chez vous, chez vos adhérents et quelles sont les formes que ça peut prendre. Ok, vaste question, mais je vais commencer par la présentation. Donc très rapidement, hein, pour faire succinct, donc Zone Franche est le réseau des musiques du monde. C'est un réseau multi-acteurs, dans le sens où il réunit à peu près tous les métiers de la filière musicale. On y retrouve des programmateurs, salles ou festivals, des producteurs, labels, bookers, etc., des attachés de presse, des salons professionnels. Bon, voilà, je ne vous passe pas tous les métiers, mais il y a grosso modo tous les métiers de la filière qui sont là parce qu'ils sont réunis au sein de Zone Franche, non pas pour défendre une corporation, on va dire, mais pour défendre les valeurs qui sont associées aux musiques du monde, parce que les musiques du monde, ça n'est pas une esthétique musicale, je le répète, c'est toujours cette question autour de qu'est-ce que ça veut dire les musiques du monde, tout le monde a un peu sa définition. Celle de Zone Franche, elle est très claire, elle est définie dans le cadre de la charte des musiques du monde que tout le monde peut lire sur le site de Zone Franche et qui est d'ailleurs une condition pour adhérer, c'est d'adhérer aux valeurs qui sont données dans la charte des musiques du monde. Donc les musiques du monde ne sont pas une esthétique musicale, c'est un archipel, une constellation d'esthétiques diverses. Mais surtout, les musiques du monde, c'est un outil politique pour défendre un certain socle de valeurs que je pourrais décliner par la défense du patrimoine culturel immatériel, par la défense et la promotion de la diversité culturelle, par la défense de la libre circulation des artistes et par les droits culturels. Voilà, grosso modo, les quatre piliers, les quatre socles de valeurs que l'on peut lire dans la charte et sur lesquels on base nos actions. Donc du coup, les membres sont là pour défendre un peu ce socle de valeurs-là.
ces musiques-là, du coup, donc ces musiques de la diversité culturelle, moi j'aime bien dire plutôt la diversité des cultures. C'est par le prisme de la musique, du coup, nous concernant évidemment. Mais voilà, donc c'est un réseau multi-acteurs et c'est un réseau aussi qui est international. Bien sûr, l'association est de droit français et bien sûr aussi la majorité de nos membres sont des professionnels français, mais pas uniquement. On a plus de 15% de nos membres qui sont à l'international, un gros socle, on va dire, sur l'Afrique avec 25-30 membres à peu près, sur un peu plus de 10 pays du continent africain. Ça, c'est le plus gros socle à l'international. Après, on a un petit socle au Québec, un petit socle en Belgique. Donc, vous voyez bien l'axe francophone. Et après, par-ci, par-là, en Turquie, en Inde, en Arménie, de manière un peu plus diffuse, dirons-nous. Voilà, grosso modo, pour décrire. Voilà. Et à 235 membres en tout cas, sur la campagne qui s'est arrêtée en juillet 2024 et parce qu'on édite en septembre chaque année l'annuaire des musiques du monde, qui est notre outil de travail, puisqu'il est distribué partout, au Womex, au Babel Music XP, au Trans, au BIS, quand c'est une année des BIS, etc., etc. Donc en fait, des campagnes d'adhésion, le nombre d'adhérents qu'on annonce après durant toute une année est gelé au mois de juillet, même si évidemment le réseau bouge et il y a des gens qui rentrent en octobre, en novembre, en décembre, mais on les compte l'année suivante. Voilà. Donc cette année, on est en pleine finalisation de la campagne de cette année. Voilà, donc on verra ce que ça donne. On a un peu plus de membres africains qui sont rentrés, on a un peu plus de membres québécois et belges aussi, donc la dimension internationale se renforce un peu. Voilà, pour décrire très rapidement, je ne vais pas aller dans l'émission, sinon ça va être trop long. Merci pour cette présentation. Euh, Peut-être nous dire quelle forme prend les atteintes aux libertés chez vos adhérents dans le secteur, la filière que tu représentes là? Alors, les enjeux sur la liberté de création, la liberté de programmation aussi, on est dans le secteur, les musiques du monde sont dans le champ, on va dire, des musiques actuelles, au sens très large du terme. En tout cas, c'est ainsi que nous qualifie le ministère. Donc, du coup, comme beaucoup de lieux de musique actuelle en ce moment, on rencontre des problèmes sur les libertés de création et de programmation. Il y a les exemples que tu as cités. Et au sein de nos membres, par rapport à leur spécificité de programmation, on a rencontré aussi des problématiques. Si j'en prends qu'une, je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais pour en prendre une, un membre à Lille, à Takafa, qui a un festival qui s'appelle Le Temps d'une Lune, qui n'a pas de date fixe puisque c'est à la fin du Ramadan. Ils ont eu l'année dernière, ils ont fait les concerts du festival Autant d'une Lune sous protection de CRS, parce qu'il y avait des menaces de groupuscules d'extrême droite de venir perturber tout ça et pire même, taper de l'immigré, parce que voilà, ils ont eu le sacrilège de programmer de la musique orientale dans une église désacralisée, donc forcément c'était le summum du frérisme, hein, puisque c'est la mode maintenant de revoir des frères musulmans partout. Donc voilà, donc, typiquement c'est ce genre de choses qu'on voit. Alors au niveau national, je vais rester pour l'instant au niveau national sur les entraves un peu à la liberté comme ça de création et de programmation. Globalement, ça vient d'une forme, alors soit de censure directe, soit d'autocensure, qui sont liés justement à ces enjeux-là, ces replis identitaires que l'on connaît et tout ça, et tous les enjeux qui peuvent se raccrocher derrière ça de manière un peu ténue. Donc là, c'est un exemple quand même assez direct. La menace de groupes d'extrême droite, machin, c'est un exemple qui est assez clair, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus insidieuses. Du style, un directeur de service culturel municipal qui va dire à un producteur ouais, mais là, ce groupe-là, cette année, on va pas le programmer en 2026 parce que c'est les municipales, il y a quand même beaucoup de noirs dans le groupe. Donc, on va éviter, tu comprends, machin, etc. etc. Donc, dans ce contexte un peu global où tout le monde fait un peu la chasse à l'électorat d'extrême droite, et ben voilà, il y a des formes comme ça, un peu de choses un peu curieuses qui commencent à apparaître. Et donc forcément, quand on est dans le champ des musiques du monde, c'est-à-dire dans des endroits où ça chante dans d'autres langues que le français et l'anglais, avec d'autres instruments, avec d'autres mélodies, sons, etc. Et ben ça apparaît aussi comme forme un peu de censure ou d'autocensure, ce type de discours, dirons-nous.
Donc cette problématique qui touche toutes les esthétiques. On a échangé lors de la préparation sur la programmation d'artistes, notamment africains ou palestiniens, avec des problématiques de visa. Et tu me parlais du coup du comité Visa Artistes que vous avez mis en place, qui est un peu votre réponse pratique à comment favoriser la circulation de ces artistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors là-dessus, alors en effet, là, j'étais resté un peu sur les histoires de liberté de création, liberté de programmation au niveau national, voilà, pour des groupes qu'il y a ici, etc. Mais quand on est dans le champ des musiques du monde, il y a une autre forme de censure ou d'autocensure qui apparaît, c'est celle qui consiste à entraver la liberté de circulation des artistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu cette directive qui est passée en septembre 2023 dans le, comment dire, dans le contexte géopolitique très tendu entre la France et les pays du Sahel, donc en l'occurrence Burkina Faso, Mali et Niger. Il y a une directive qui est partie du ministère de la Culture à l'ensemble des DRAC et des opérateurs culturels disant vous ne travaillez plus avec les artistes de ces pays-là et de toute façon aucun visa ne sera délivré. Voilà. Donc typiquement ça, on a une institutionnalisation de la liberté de création et de programmation. Donc ça engendre de fait un frein, voilà, le chantage au visa entre guillemets, donc l'impossibilité de venir se produire en France. En vrai, pour les producteurs qui sont un peu malins, qui ont un peu de bouteille, c'est absurde parce que les visas sont Schengen. Donc ceux qui sont malins font rentrer les artistes par l'Espagne et ils veulent venir jouer en France. Donc en plus d'être stigmatisant, c'est stupide. Mais Donc, bref, première bonne pratique déjà. voilà, première bonne pratique déjà. Bon là, il faut quand même avoir un socle solide et de l'expérience pour arriver à monter ces tournées comme ça. Mais en effet, il y en a beaucoup qui ont pris un pli en faisant ça. Et ça engendre donc du coup voilà, une directive qui est voilà, qui d'emblée ferme. Et ça engendre du coup derrière aussi de la que ce soit celle-ci ou de manière plus générale la problématique du visa, ça engendre une forme d'autocensure parce que voilà, ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir des visas pour des artistes étrangers. Et quand je dis étrangers, on ne va pas être poli. Je veux dire, Taylor Swift n'a pas de problème pour venir jouer en France. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de visa pour venir jouer en France. Les artistes sur lesquels, au niveau du comité visa, je vais en parler un peu, on rencontre des problèmes, c'est les artistes d'Afrique subsaharienne, Maghreb et Moyen-Orient, grosso modo. C'est 80% des cas. Quelques cas Asie, quelques cas Amérique du Sud, mais grosso modo, c'est voilà. Donc, liberté de circulation induit une forme d'autocensure parce qu'un programmateur va dire bah ouais, mais moi, si je programme ce groupe, ça se trouve à la fin, ils vont pas avoir les visas, donc ça va être une galère, je vais perdre de l'argent, je pourrai pas faire la date, donc je prends pas le risque. Grosso modo, c'est ce que ça engendre, cette histoire-là, de la difficulté croissante à obtenir des visas. Donc juste pour parler peut-être rapidement du comité, parce que là, pour le coup, ça peut servir tout le monde. Cette histoire de difficulté à obtenir des visas, dans les années 80-90, grosso modo, il n'y avait pas trop de problèmes. Ça fonctionnait plutôt assez bien, mais les problèmes ont commencé à apparaître dans les années 90-2000. Ce qui fait qu'en 2009, Zone Franche, voyant les choses croître de cette manière-là, puis étant au premier rang, forcément, avec des producteurs, acteurs de musique du monde, c'était les premiers à constater cela. Du coup, en 2009, Zone Franche a mis en place le comité Visa Artistes. Alors, le comité Visa Artistes, c'est, on va dire, 4 choses. Je vais commencer par la première, qui est la plus pragmatique et surtout voilà, qui est la procédure d'urgence. C'est-à-dire lorsqu'un artiste étranger doit venir se produire en France et qu'il a un refus de visa ou que son dossier traîne pour des raisons a priori pas tout à fait acceptables, on nous sollicite. Zone Franche, vous allez sur le site de Zone Franche, en haut à droite, il y a marqué urgence visa, vous ne pouvez pas le louper. On nous sollicite et nous, on est en relation directe avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour reboucler par-dessus les consulats pour comprendre pourquoi il y a eu un non, pourquoi le dossier traîne, etc. et tâcher de faire que le non devienne un oui, et ainsi de suite. Et ça, c'est un dispositif que Zone Franche a voulu d'intérêt général. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé qu'à nos membres, c'est même pas réservé qu'aux musiques du monde, ni qu'aux musiques. On peut nous appeler pour du théâtre, de la danse, un artiste plasticien ou que sais-je. C'est vraiment n'importe qui peut nous solliciter. Donc ça, c'est la procédure d'urgence. Après, le comité visa, comme son nom l'indique, c'est un comité. Donc il réunit des gens 1 à 2 fois par an. Donc ces gens, ce sont des représentants du ministère de la Culture, donc de la DGCA et du secrétaire général, puisque l'international dépend du secrétaire général, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et théoriquement le ministère de l'Intérieur,
Je dis théoriquement parce qu'eux, on ne les voit jamais, ils n'y viennent pas. Il y a des organisations professionnelles, donc SMA et ECOSEN pour le côté syndicat d'employeurs. Il y a des syndicats de salariés, SNAM, CGT, FO et SFA. Il y a également d'autres organisations type Proficulture, type, pas Proficulture, n'importe quoi, Mobiculture, Institut français, Site international des arts, etc. Bon, bref, je ne vais pas faire toute la liste, le CNM bien sûr. Et ce sont des endroits de discussion où on échange un peu sur les signaux faibles ou forts que l'on voit sur là, les problématiques de liberté de circulation des artistes. Voilà. Parce qu'on n'est pas les seuls à recevoir des sollicitations, hein. Le ministère, le secrétaire général en reçoit directement. Une scène nationale ne saisit pas zone franche. Une scène nationale va directement vers l'interlocuteur du ministère pour régler les histoires de visa. L'Institut français, évidemment, de Paris en gère aussi. Donc on a tous, et il y a l'ONDA aussi, pardon, j'ai oublié de citer l'ONDA au sein du comité. Donc l'ONDA, côté spectacle vivant, gère aussi des problématiques de visa. Donc c'est un endroit un peu collectif comme ça, où on peut discuter chacun les problématiques que l'on voit émerger, etc. Donc par exemple, pour dire une problématique assez récente, enfin, qui date de 4, 5, 6 ans, c'est la délégation des services publics consulaires à les entreprises privées locales qui engendrent plein de problématiques. C'est-à-dire aujourd'hui, ils n'ont pas de refus de visa, les artistes, ils n'arrivent même pas à déposer leur dossier parce qu'il faut donner un billet, parce que les sites ne fonctionnent pas, parce que bref, c'est dysfonctionnel à tous les niveaux. Donc voilà un peu ce type de problématique. Et après, pour passer vite, parce que je vois que le temps file, il y a un volet information, donc on édite un guide de pratique des visas à l'attention des professionnels pour déjà qu'ils sachent faire les choses dans le bon ordre au départ. Et après, il y a tout le volet plaidoyer, évidemment, auprès des institutions nationales, européennes et internationales, sur tous les enjeux de libre circulation des artistes. Voilà. Et la question des visas est centrale au sein de la diversité culturelle et des cultures, parce que il ne peut pas y avoir de diversité si les gens ne peuvent pas venir représenter leur musique, leur spectacle même en France, s'ils sont fermés aux frontières et qu'il n'y a que les anglo-saxons qui peuvent venir chez nous, quoi, grosso modo. Merci, oui, effectivement, pas de circulation quelque part, pas de création. Tu as répondu un peu en creux, mais avec la ressource, avec le plaidoyer, mais est-ce que tu pourrais peut-être préciser comment tu situes, toi, le travail de ton réseau, au final, national, par rapport aussi aux autres fédérations régionales et aux organismes pro, peut-être sur ces questions-là, comment toi, tu l'intègres? Et en creux, ma question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, en final? Oui. En fait, sur tous ces enjeux-là, c'est forcément des enjeux qui sont collectifs, hein, sur les enjeux de libre circulation des artistes ou les enjeux de censure, d'autocensure, etc. Donc souvent, Zone Franche est signataire ou co-signataire de appels du SMA et autres. À l'inverse, les autres organisations vont être signataires de communiqués dont Zone Franche va être la source. Récemment, par exemple, il y a un peu plus de 50 organisations professionnelles qui ont signé un communiqué de presse qu'a sorti Zone Franche concernant le refus de visa pour des artistes palestiniens qui étaient pris dans un dispositif qui s'appelait le Sawa Sawa. Donc on ne peut pas faire plus officiel que ça, hein. Sawa Sawa, c'est un truc qui a été mis en place par l'Institut français de Gaza, qui a choisi les opérateurs culturels locaux et français, qui a choisi les artistes, qui finance le tout à 100%. On ne peut pas faire plus officiel. Mais malgré tout, les artistes sélectionnés par l'Institut français n'ont pas eu leur visa. Enfin, les gentils, entre guillemets, palestiniens, c'est-à-dire ceux de Cisjordanie, ont leur visa, mais ceux de Gaza ont eu les visas refusés. Voilà. Donc il y a une stigmatisation sur certains artistes. Il y a même de la discrimination dans la discrimination. On atteint des degrés assez fins maintenant. C'est ça qui est bien. On travaille à divers niveaux. Donc là, les artistes de Gaza, il y a eu un poète et un rappeur. Ils ont eu leur visa refusé. Donc du coup, voilà, évidemment, Zone Franche, on s'est mobilisé et c'est un endroit où on a une légitimité. Donc pour le coup, c'est nous qui sommes un peu à la source de ce type de communiquer et où derrière, voilà, il y avait un peu plus de 50 organisations, dont le SMA, dont le Conseil international de la musique, etc., qui ont signé cet appel. Donc voilà, donc on est dans des luttes qui sont collectives et dans ces endroits-là, puisque ça concerne les politiques publiques. Donc face aux politiques publiques, ce qui va faire la force, c'est la force de l'union, hein, basiquement. Donc c'est d'être
dans des combats et dans des rapports de force qui soient collectifs. Et après, suivant les acteurs, il y en a certains qui ont plus de légitimité pour parler de telle chose et d'autres de telle autre, et ainsi de suite. Et donc, à nous d'être malins et fins, on va dire, pour envoyer les bonnes personnes au bon endroit, mais en ayant toujours derrière tout le monde qui pousse au cul, entre guillemets, si vous m'autorisez l'expression, pour faire cette force-là, quoi. Et donc, en effet, zone franche, on est à divers endroits. SMA, etc. Bien sûr, après, avec notre spécificité à nous de ce rapport international, on est aussi membre du Conseil international de la musique, membre du Conseil européen de la musique, qui sont des endroits où se dessinent et des endroits de plaidoyer en faveur des politiques culturelles européennes et internationales. On siège également à l'UNESCO, on siège également dans un groupe de travail qui a été mis en place par le Haut Conseil aux droits de l'homme de l'ONU sur la protection des défenseurs des droits culturels en Afrique. Parce qu'en France, il y a des gros problèmes sur les droits culturels, malgré les lois qui ont été faites pour ça, notamment la loi NOTRe. Il y a des gros problèmes, des gros enjeux à faire. C'est un problème pour la vie démocratique, mais comment dire, là-bas, il y a des gens qui disparaissent et qui meurent. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Sur la défense des minorités culturelles, etc. On n'est pas au même level. Donc, voilà. Donc, on a intégré aussi ce groupe-là. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet, parce qu'évidemment, on est à d'autres endroits en France sur la défense des droits culturels. Donc, ça permet un peu d'articuler aussi différentes visions et différents espaces comme ça de réflexion. Merci, c'est très clair. Donc on entend que Zone Franche a effectivement la porte d'entrée, la légitimité sur ces enjeux internationaux, qu'on se croise aussi sur les enjeux de ressources et de plaidoyer, où il faut voilà, pouvoir s'articuler. Tu mentionnais les espaces qu'on peut avoir en commun aussi avec le SMA, l'UFISC, etc. Ben, on va approfondir ces travaux. Je me tourne vers toi maintenant, Arnaud, avec, j'aurais peut-être pu le préciser en introduction, mais la volonté qu'on a eue pour construire cet échange, de faire dialoguer un petit peu effectivement les échelles, vous le comprendrez, un peu en entonnoir, en partant des enjeux aussi nationaux, tels que pouvaient les incarner aussi zones franches et internationaux, pour aller vers aussi les lieux labellisés, les territoires, ultimement avec Victor qui sera le local de l'étape. Bah, du coup, Arnaud, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, peut-être, et nous dézoomer peut-être les choses avec le cadrage juridique dont on mentionnait un petit peu peut-être sur la loi LCAP, la loi NOTRe, la labellisation, et comment ces questions-là s'ancrent autour de ces questions. Merci. Donc oui, donc Arnaud, moi je dirige Contre-Courant MJC, donc c'est une structure qui relève voilà, qui s'inscrit dans la tradition, dans l'histoire de l'éducation populaire. Donc nous, notre boulot, c'est proposer une offre, enfin faire des propositions de loisirs sur le temps libre des individus, vraiment éduc-pop. Donc musique et autres, hein, musique, sport, pilates, atelier d'écriture, langue des signes, le temps heureux du périsco et du temps non contraint pour les gosses, enfin vraiment l'idée du temps libre, en dehors des logiques marchandes, solo 1901, pas de lucrativité, et avec une administration collective. Voilà, c'est pas un détenteur de capital qui vient décider l'orientation de la structure, mais c'est des organisations les plus démocratiques possibles. Nous, sur la question de la liberté d'expression, alors je marche un peu sur des œufs et j'essaierai de revenir très vite sur le sujet de droit culturel, parce que je serai plus à l'aise. Liberté d'expression, liberté créa, liberté prog, moi, en local, j'ai pas de difficulté. Je dresse un portrait très rapide du territoire sur lequel je suis implanté. Verdun, c'est une ville pauvre, 20 000 habitants, qui perd des habitants, qui est peu attractive, peu d'enseignement supérieur, où du coup on y va. Hein, le RN tape des scores. Législatives, premier tour, voilà, reconquête plus RN aux européennes, c'est 50% des voix sur le centre-ville de Verdun, donc voilà, on est dans ce contexte, mais heureusement, sur les collectivités de proximité, l'agglomération du Grand Verdun, qui est le premier financeur de la scène musique actuelle, on a des élus, bon là c'est du centre-gauche, mais c'est au corps très transpartisan sur ces sujets, qui nous embêtent pas du tout, quoi. Ils ont parfaitement intégré la question de la liberté de programmation, ils ont parfaitement intégré le cahier des charges d'un label, enfin des politiques culturelles en général, depuis au moins la fondation du Centre national du cinéma, avec une étanchéité entre la programmation et le financement. Donc moi, j'ai pas de problème en local. Bon, quand on annonce le festival Musique et Terrasse et que la PQR nous fait un festival placé, une programmation placée sous l'aune de la diversité, on se fait bâcher sur Facebook par des habitants parce qu'il y a toujours ces petites remontées
dis donc, la diversité, il y en a. Ouais, bon, ça nous fait marrer, mais par contre, j'ai pas de sujet politique local d'investissement et d'entrave à notre liberté de programmation, création, quoi. Nous, dans le projet établissement, avant de redézoomer par contre au niveau plus national, parce que je veux revenir sur le sujet de droit culturel, on essaye, on a un programmateur sur la programmation tout public qui a une liberté de programmation. Alors, il a un cahier des charges, donc c'est pas moi qui programme. Il a un cahier des charges, donc diversité artistique, représentation des femmes au plateau. Il tient les budgets. Ici, il fait ça, c'est super. Ni moi, ni évidemment l'élu à la culture de l'agglomération viennent plus l'embêter que ça. Et sur notre programmation jeune public, qui est assez conséquente, on a une quinzaine de dates. On est carrément sur un comité de programmation des parents usagers de la MJC. Donc voilà, en termes de liberté créa, liberté programmation, nous on essaye de mettre les curseurs à ces endroits. C'est pas parce que si j'ai pas de problème au niveau local que évidemment on va pas regarder ce qui se passe, qu'on va pas dézoomer notre regard, parce qu'on doit évidemment avoir un point de vue politique sur le sujet. On est de plus en plus inquiet. Il y a quelques exemples qui ont été donnés. Je me suis amusé à faire la recherche atteinte liberté programmation sur Google juste pour alimenter le propos. Enfin, voilà, c'est exponentiel. On a de plus en plus. La façon dont on l'analyse, c'est qu'il y a 2 sources sur les atteintes à la liberté de programmation, liberté d'expression actuellement. Sur nos secteurs, c'est d'un côté, en fait, tu as tout dit, hein, la libérisation de la parole xénophobe d'extrême droite. Moi, je ne vais pas jouer les extrêmes, hein. C'est vraiment extrême droite. Hein. C'est pas les atteintes à la liberté d'expression par les militants de ELV. On en a pour l'instant vu assez peu, quoi. C'est vraiment, il y a un propos xénophobe. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils veulent s'investir dans la bataille culturelle. La politique culturelle est un enjeu pour l'extrême droite. Adorno le disait, c'est quoi les fachos? Il y a de la violence et de la propagande. Sur le sujet propagande, du coup, la question des politiques culturelles est particulièrement investie. Donc il y a 1000 exemples. Il y en a 2 particulièrement choquants, là, plutôt dans le côté des arts visuels, moi, que j'ai trouvé particulièrement heurtant. Une en Seine-Saint-Denis, une expo photo qui vient donner en représentation le quotidien des femmes qui habitent ce territoire pauvre, qui s'est fait attaquer par des militants d'extrême droite avec des photos qui ont été recouvertes, quelque chose d'assez trash, en plus assez visuel. Et dans le sud-est de la France, je me demande si c'est pas à Perpignan, dans ce cas-là, une expo photo sur des enjeux égalité de genre, féminisme, attaquée par un groupe masculin avec des dessins obscènes qui viennent recouvrir des photos et toute l'exposition qui est dégradée. Donc vraiment, il y a de cette libéralisation du propos d'extrême droite, on sent qu'ils sont à l'aise. Donc il y a cette première catégorie d'atteinte, et l'autre catégorie, c'est du côté des pouvoirs publics. Et du côté des pouvoirs publics, nous, on voit 2 phénomènes. Il y a déjà des désengagements massifs de collectivités locales pour l'instant, État peut-être demain, de politique culturelle. Quand Morancès engage des CPO de ces lieux labellisés et de son soutien à la créa, ça n'a pas l'air de prime abord d'être une atteinte à la liberté de créa et d'expression, mais en fait, la conséquence, c'est que si, on va avoir moins de diversité et moins de capacité à produire et plus de dépendance aux autres financements publics, voire aux financements privés. Et il y a une deuxième catégorie qui est plus évidente d'atteinte du côté des collectivités locales, c'est le financeur public maintenant, qui dit de façon de plus en plus explicite, en fait non, Made in c'est moins 5 000 €, tel artiste ça m'intéresse pas. Enfin, tu as donné plusieurs exemples, des retraits, des maintiens conditionnés de collectivités, plutôt des conseils départementaux, un petit peu c'est surtout sur le bloc départemental et le bloc communal où on a des atteintes vraiment très très franches à des libertés de programmation. C'est très inquiétant, ça se multiplie, c'est de plus en plus intense, c'est très inquiétant parce qu'on se parle, c'est pas qu'un sujet qui intéresse et la population, et les publics, c'est pas confondu avec la population et les professionnels du champ culturel. Moi, ce sujet atteinte à la liberté créa, atteinte à la liberté d'expression, donc des atteintes aux droits culturels, pour moi, ça s'implique parfaitement dans une dynamique un peu générale d'atteinte à aux libertés fondamentales. Les droits culturels, donc je dézoome un peu de liberté d'expression vers droit culturel, mais la liberté d'expression en est une des facettes. Les droits culturels, c'est pas une petite annexe à une charte RSE d'une entreprise. Les droits culturels, UNESCO 2005, Pacte des droits sociaux 66, la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute sa transcription en droit français, c'est des droits fondamentaux, au même titre que la liberté d'accès à l'éducation, au même titre que les libertés syndicales, que les libertés politiques. Et voilà, je ne vais pas faire
commenter l'actualité politique nationale et internationale en mode café de comptoir ici, mais on voit qu'on est confronté au niveau national sur liberté associative. On a des sujets qui sont très connexes. Le contrat d'engagement associatif en est la preuve. La loi séparatisme, qui est une loi scélérate, on a une des démonstrations. Des atteintes aux libertés syndicales, c'est du même ordre en fait. C'est les libertés, c'est les droits fondamentaux qui fait qu'on peut vivre dignement. Les libertés syndicales, la criminalisation des mouvements sociaux, les atteintes aux droits d'asile, aux droits des réfugiés. Enfin voilà, ces atteintes aux droits culturels sont une des facettes de cette dynamique un peu lourde d'atteinte aux droits fondamentaux, quoi. Donc, on est très très inquiet. Pour nous, on peut pas être défenseur des droits culturels sans s'attacher à l'ensemble des droits humains, parce que c'est ça, hein, UNESCO 2005, c'est les droits humains, individuels et collectifs. Et voilà, c'est une situation qui est vraiment très peu riante et qui nous inquiète beaucoup, quoi. Merci, tu as redézoomé et recadré sur justement cet enjeu de droit culturel. De façon pratique, comment toi, à fort, j'ai envie de dire aussi de ta labellisation, puisque donc la contre-courant MJC est labellisée SMAC, tu es aussi adhérent à la fédération des MJC, donc cette double casquette, hein, un ancrage dans l'éducation populaire et les musiques actuelles. Comment tu mobilises les droits culturels dans ton projet d'établissement pour au final favoriser ces enjeux de liberté, hein, en fait, peut-être. Juste sur le cadre juridique, sur liberté progrès, liberté créa, liberté d'expression, il y a une précision, donc c'est dans la loi LCAP, la création artistique est libre et c'est sa diffusion qui est juste contrainte par les questions d'ordre public. Après, ça ne dit pas beaucoup plus de choses que cela sur LCAP. Nous, dans le projet d'établissement, c'est ce que je disais, il y a le rapport aux œuvres, participer à la vie artistique, donc comment est-ce qu'on fait pour aller mobiliser l'ensemble de la population, aller contrer des freins qui entravent une partie de la population dans l'accès aux équipements culturels. Et une fois je ne vais pas expliquer comment on fait, mais au travers des stratégies de coopération avec les structures sanitaires, sociales et éducatives. Et une fois qu'on a fait ça, on essaie de placer les usagers en position non plus uniquement de participer, mais de contribuer au travers des logiques de comité de programmation. Comme sur le jeune public, ce que vous faites. Ouais, d'une gouvernance associative qui est vraiment extrêmement éducation populaire et que, sans rentrer dans les détails, mais nous, c'est comme ça que ça se matérialise. D'accord, donc aussi à travers la gouvernance du lieu. Ah oui, C'est oui, intéressant. Ok, et qu'est-ce que tu attends à ton niveau, toi, d'une fédération régionale, au croisement justement de tes multiples inscriptions dans d'autres organismes pro, puisque il y a aussi des adhésions que vous cumulez avec la Fédération des lieux de musique actuelle, avec le syndicat des musiques actuelles, à ton endroit. Comment ça se situe l'articulation avec une fédé régionale telle que Grabuge sur ces questions? Nous, ce qu'on attend de Grabuge, mais de façon plus générale, des organisations pro au niveau local ou national, c'est qu'on documente bien toutes ces atteintes aux libertés. Voilà, il faut les compiler, il faut les rassembler, il faut leur donner un sens, en fait, un sens politique. Il faut qu'on soit capable d'expliciter qu'elles participent d'une dynamique politique qu'on va essayer de contrer. Il faut qu'on soit capable d'organiser l'accompagnement de nos membres, comme vous le faites. Dans le réseau, c'est-à-dire que le jour où on est face à un élu qui nous dit non, en fait, tel groupe de rap, ça me pose un problème sur ta renégociation de CPO, en fait, il faut garder la tête froide, et pour garder la tête froide, c'est bien que la direction ne soit pas isolée. Ce qu'on attend, c'est qu'on sensibilise les élus, c'est très très délicat, mais au travers de la FNCC, enfin vraiment qu'on ne cesse de rappeler aux élus que si on a créé le CNC, si on a décidé d'une relative étanchéité entre la programmation et l'action publique, c'est pas pour rien. Et le dernier truc, alors c'est très très polémique, moi ce que j'attends des organisations professionnelles, c'est qu'elles se positionnent sur la question de l'effectivité des droits culturels. Et je pense que c'est une question que vous brassez à longueur de journée. Donc voilà, le petit élu local qui vient embêter le programmateur parce qu'il a programmé un groupe de hip-hop où en plus il y avait des artistes Ghezaoui. Donc pour l'instant, on est sur des logiques de plaidoyer, pas mal, de revendications plaidoyer, très construites. Tout ce droit international et ce droit français, LCAP, nôtre, la loi de créa du CNM, ça serait bien de commencer, parce que là ça chauffe, de commencer à se poser la question du contentieux en droit public pour essayer de placer les décideurs publics face à leurs responsabilités sur la question du respect de ces droits humains fondamentaux. C'est entendu, et du coup un lien peut-être à faire avec nos syndicats. Tu veux intervenir, Victor? Non, non. D'accord.
Mais ça va venir, c'est effectivement, ça va être à ton tour. Merci Arnaud. Bah, du coup, je me retourne vers toi. Donc, tu peux garder le micro, effectivement, Victor. Je te laisse présenter du coup ton projet. Et l'idée avec toi, c'est d'explorer en quoi en fait la programmation de la diversité dans les territoires, c'est déjà en fait un acte politique qui œuvre dans le sens de la défense de ces libertés. Je te laisse présenter ton projet. Allô, allô, oui. Bonjour, je m'appelle Victor, je m'occupe d'un lieu qui s'appelle chez Narcisse, qui est basé au Val d'Ajol, à une demi-heure d'ici, à l'extrême sud des Vosges, dans les Vosges méridionales. On n'a pas la mer, mais on est au sud des Vosges, on a guère plus de soleil, mais pour faire très très court, l'histoire d'un lieu qui a été fondé en 1892 par mon arrière-grand-père, qui s'appelait Alfred, le père de Narcisse. En fait, nous, on est à mi-chemin entre deux activités, c'est-à-dire on a deux structures. Une association qui porte les spectacles avec billetterie, donc on est dans la convention collective spectacle vivant, mais on a vraiment une vraie activité à l'année, on est un bistrot, code APE 5630Z, derrière le comptoir, ça c'est vraiment notre métier, et c'est ce qui a lié ce lieu depuis le début. Donc en fait, mon arrière-grand-père était maréchal ferrant, il a ouvert un bistrot sans volonté d'ouvrir un bistrot, c'était juste pour servir le canon aux gens qui s'arrêtaient faire ferrer leurs chevaux, tout comme aujourd'hui quand on fait un long trajet, on boit un café dans une aire d'autoroute. Il a perduré cette activité maréchalerie bistrot jusqu'à 1933. Son fils Narcisse, il a repris en 1933. À l'époque, il y avait maréchalerie, bistrot. Et en 1939, ils ont décidé de construire, enfin 1938, inaugure en 1939, un cinéma avec sa femme, donc s'endetter sur plusieurs années. Et donc, avant que la première activité culturelle arrive, on a toujours été un bistrot ancré sur un territoire. Qui plus est, le Val d'Ajol, pour situer dans la tête des gens sur le territoire, on est au bout du monde, on est à l'extrême sud de la région Grand Est, et 60% de notre public viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc Besançon, Montbéliard. Pour faire très court, Narcisse reprend et inaugure son cinéma jusqu'à 67, décède en 85 et en 86, mes parents, qui eux avaient une troupe de théâtre à côté, avec des amis, se sont dit on a un cinéma occupé, on y met 600 personnes dedans debout, tiens, on va prendre une lampe halogène pour faire des lights, et puis on va appeler un groupe de copains qui va jouer pour la première fois. Donc ça va faire 40 ans qu'on a une activité spectacle vivant, et ça a surtout été sur toute cette année, sur ces plus de 130 ans d'activité, un bistrot avec une problématique indépendante, privée. On est financé à 100% par la billetterie, par la bière. Moi, demain, si j'ai envie de programmer une tête d'affiche, pour avoir un fonds de roulement, il va falloir vendre de la bière. Donc, on est indépendant d'un côté, mais on est dépendant de choix de programmation qui vont équilibrer un modèle économique. Donc, parfois, on se sent plus du côté bistrot, on va dire. Pour l'activité et syndicat hôtellerie-restauration, on est plutôt une salle de spectacle. Et pour les salles de spectacle, on est plutôt des privés bistrotiers, pour faire très court. Merci pour le rappel historique. Concernant la programmation, si on jette un œil là, vous avez des soirées Cumbia, vous avez Orange Blossom, Julius Winkels, une soirée musette, Cochon à la broche. Vous arrivez à faire concilier tout ça sur les territoires. Du coup, la question c'est pourquoi cette programmation? C'est quoi la ligne que vous défendez? Est-ce que c'est éminemment de la diversité que vous amenez donc dans le Val d'Ajol, comme tu le situais, à l'autre bout du Grand Est, avec un public de Bourgogne-Franche-Comté? Donc voilà. Une ligne de programmation qui va rester ouverte, mais ancrée dans son territoire. Une identité qui s'est forgée comme lieu atypique indépendant, et qui s'est aussi construite au travers de l'aspect atypique géographique d'être au fin fond de la campagne, dans un relief qui est les Vosges. Donc aujourd'hui, on arrive à défendre une liberté de programmation, aussi parce que le lieu a construit une identité sur le long terme de franc-tireur. Narcisse, mon arrière-grand-père, en 1942, pour faire très court, il y avait deux cinémas au village, le cinéma du curé et le cinéma de Narcisse, qui était identifié comme résistant communiste. Le curé pour on va dire, anéantir la concurrence,
à dénoncer Narcisse comme communiste à la commandanture allemande. Donc dès le début, on va dire que l'oppression des conservateurs ancrés à leurs valeurs était déjà présente à l'époque. Donc ça a déjà été compliqué à l'époque. Et aujourd'hui, excusez-moi si je bifurque un petit peu, mais défendre une programmation, on va dire, il y a 3 semaines, on avait Hervé Villard et on l'assume complètement d'avoir programmé Hervé Villard en campagne, qui lui-même est très conscient du côté kitsch et ringard qui peut parfois connoter, mais le nombre de sourires de gens qui sur notre territoire, qui viennent au bistrot, qui reviennent et qui nous disent mais putain, mais c'est génial. Tout comme des gens sur le territoire sont heureux de voir qu'on ouvre une programmation sur des musiques du monde, la problématique de visa sur des groupes palestiniens du Niger, on les a vus avec 47 Soul, avec Bombino, Tisdas, qui à un moment donné, 2 mois avant, doit annuler la tournée. Et nous, on va dire que la défense de la programmation, elle commence au comptoir, quoi. Serge, qu'est-ce que tu bois? Tu bois un truc? Putain, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Et puis ça discute, c'est une médiation, mais ça reste... en fait, on est tout le temps dans l'opérationnel. Peut-être que je bifurque. Tu es complètement dedans. En tout cas, ça reste au coup de cœur, ça reste parfois bousculer un peu les codes, élargir. Parfois, on a certaines dates où on a du mal à les défendre parce qu'elles vont parler. Quand on fait un groupe palestinien, quand on fait Hervé Villard, quand on fait un groupe de grindcore, de crust, quand on fait... c'est parfois plus facile de dire qu'on fait un bagade breton parce que c'est dans le consensus. Mais nous, en tant que, on va dire, casquette bistrot, pour faire très court, sur le long terme, on a toujours été sur un positionnement politique plutôt suggéré. Et la liberté d'expression, que ce soit au travers d'une programmation ou en fait, ce qui fait sur le long terme que ça tient, c'est qu'on soit capable de cohabiter et de discuter avec tout le monde, avec toujours une certaine tolérance. Et nous, en tant que lieu d'accueil, la seule chose qu'on peut se permettre de prétendre ou de définir, c'est le cadre, se couvrir sur des lois, et on n'est pas là pour juger l'opinion, mais les actes. C'est-à-dire, foire à l'andouille du Val d'Ajol, l'andouille du Val d'Ajol, 9 andouilles en France, il y a la foire à l'andouille du Val d'Ajol, qui pour nous est un événement qu'on ne peut pas louper, parce qu'économiquement pour un lieu, c'est comme nous, en tant qu'indépendants, on doit transformer la salle de concert en restaurant. On imagine un contexte, 300 personnes qui sont en train de manger, quelqu'un qui joue de l'accordéon, une bande de copains qui viennent faire la fiesta, il y en a un qui passe par derrière, qui se faufile dans la loge, qui monte sur scène, qui fait un salut nazi, et ça c'était il y a 3 mois. Bon là, on se dit non mais c'est pas possible. Non, ça arrive ailleurs. Là. On y va, on l'empoigne, on le balance dehors, on le vire une fois, on le vire 2 fois, et lui qui nous dit non mais en fait vous manquez de tolérance là. Bon, je lui dis... Qu'est-ce qu'on fait? Je t'éclate la tête sur le trottoir tout de suite pour parler poliment? Non, allez, on appelle la gendarmerie, on délègue ça, on porte plainte et on fait tous les communiqués qui vont. Enfin bref, mais c'est la réalité d'un bistrot ancré sur un territoire où il y a 2 députés sur 4 qui sont du Rassemblement national. Et encore, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on est aussi ouvert sur la Franche-Comté, nord de la Franche-Comté, 60% Rassemblement national. On le ressent beaucoup plus dans le comportement du public pour faire... rebond sur ce que tu disais. Alors, peut-être que je pars un peu dans tous les sens. Non, ouais, c'est très bien, c'est top. Du coup, on a compris, ouais, tu es diffuseur privé, tu ne dépends pas de subventions, et toi, les enjeux ils se situent à la fois dans le travail du territoire, l'ancrage historique que tu as pu avoir, le fait que ce soit un lieu de vie, un lieu de socialisation. J'aimerais t'interroger comme les autres sur toi, qu'est-ce que tu attends à ton endroit d'une fédé sur ces enjeux-là? Aller éduquer les politiques à l'organisation de concerts, des politiques qui vont se dire dans un service culturel, c'est-à-dire nous, pour dire personne n'intervient au niveau local sur nos choix de programmation, pas seulement parce qu'ils ne sont pas financeurs, ils pourraient dire attention, là, ils auraient le droit, mais ils n'interviennent pas, mais aussi par méconnaissance, on reste dans les Vosges, il y a beaucoup de choses à faire, pendant longtemps considérés comme des aires culturelles, du coup ils arrivent là, sans donner leur avis, mais Grabuge peut-être nous soutenir en tant que lobbyiste, d'aller dire aux élus, que nous on ne voit pas forcément souvent, de l'importance de la culture en milieu rural, l'importance de l'ouverture, de la diversité, de la tolérance, et qu'on peut aussi faire passer des valeurs, que ce soit un lieu public ou privé, pour avancer. Et
Ouais, un rôle à mi-chemin entre fédération et syndicat. Je ne sais jamais trop faire la différence entre les deux, mais un appui sur des messages que nous, on a du mal à dire quand on est dans l'opérationnel, quoi. On prend note, très instructif, merci. Peut-être, je ne sais pas si les autres voulaient réagir un peu à vos interventions respectives, déjà ou pas. Non? Bon, en tout cas, moi, vas-y. Je pourrais agir juste sur l'exemple, le dernier exemple, qui à mon avis, va devenir vraiment exemplaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté qu'il y a dans les lieux des professionnels de la profession, dans les lieux conventionnés, subventionnés, c'est cette forme d'autocensure qui commence à apparaître, ce problème aux subventions, etc. Et je pense que vraiment, l'enjeu, ça va être de retrouver, de sortir. Il y a des lieux qui historiquement étaient alternatifs, qui aujourd'hui ont des labels, type SMAC, etc. Je pense que Back to the Alternative va devoir être réfléchi sur d'autres formes de modèles économiques, etc. Parce que ça va être ces enjeux-là, les subventions vont baisser, les chantages à la programmation, etc. Donc il faut arriver à avoir une capacité. Enfin, je pense que l'enjeu va être d'avoir une capacité d'autofinancement de plus en plus fort. Et l'exemple que tu es prouve que c'est possible, puisqu'avec zéro sub, tu fais vivre un lieu avec de la diversité de programmation, etc., ancré sur le territoire. Il y a des publics, il y a une programmation musique du monde, etc. Nous, on nous dit, la musique du monde, il ne faut pas en programmer parce que ça n'attire pas les gens. La preuve que si, etc. Donc voilà, c'est ce type de là, à mon avis, ce type de lieux vont devenir de plus en plus inspirants, je pense, pour les professionnels de la profession, parce que je pense qu'il va falloir sortir un peu de certains schémas. Il va falloir faire évoluer un peu les choses, à mon avis. Oui, parce qu'au final, on a beau être indépendant, on est toujours dépendant de quelque chose dans nos modèles économiques, mais sans même tomber dans la libéralisation ou le modèle anglo-saxon ultralibéral privé. Je pense que c'est aussi une question de diversification dans ce qu'on propose. Nous, parfois, on dit « Ah, c'est vous qui faites à manger ». Oui, on a une licence 4, on est un bistrot, on fait à manger, on propose une billetterie, on propose du merch et on propose une buvette. Et s'il n'y avait pas toutes ces sources de financement diverses, on aurait vraiment beaucoup de mal aussi de tenir sur le global, quoi. Et, enfin, Et, Moi, pardon, excusez-moi. Moi, j'entends dans un contexte voilà, de réduction des dotations publiques, la question de la réintégration, d'interroger nos modèles. Bon, on avait une table ronde sur le mécénat avant, moi, je suis intervenu. Bref, j'entends. Après, je pense qu'il nous appartient de défendre la notion de service public de la culture, quoi. Et le service public de la culture, il s'appuie pas sur les logiques marchandes, il s'appuie sur la subvention, il s'appuie sur la politique culturelle qui est assise sur une politique fiscale. Moi, je ne sais pas sur des logiques hors subvention intervenir en prison, intervenir dans les quartiers, intervenir dans un EHPAD public, intervenir dans un CMP, dans un hôpital psy. Je ne sais pas le faire, là. Donc oui, interrogeons les modèles, mais la question de la défense de l'idée même du service public, du refus de la marchandisation, moi c'est un truc sur lequel j'ai pas envie qu'on lâche. Et justement, pour revenir sur le droit culturel, la loi LCAP, elle nous le précise, l'effectivité, c'est à cet endroit qu'on a le plus de précision sur la question de l'effectivité des droits culturels. Les obligations, la responsabilité de l'État et des collectivités locales en matière de droits culturels, elles s'expriment au travers d'une politique de service public. Donc j'entends, on a un contexte, moi j'ai envie de me battre contre ce contexte et de défendre l'idée du service public. On est d'accord, mais en fait, ce que je veux juste te dire, c'est évidemment, tu as absolument raison, il faut défendre un peu cette dimension-là. Mais c'est en termes de résistance, c'est-à-dire la capacité à la résistance et l'adaptabilité. C'est juste à cet endroit-là. Et la Il ne faut pas lâcher le champ des politiques publiques. Et évidemment, il faut se battre en mode à multibras, quoi. Il faut... Mais par contre, et pour réagir sur ton intervention à toi, je suis assez d'accord sur le fait de faire jouer les droits, c'est-à-dire rentrer dans la judiciarisation des choses. Par exemple, nous, Zone Franche, on est membre de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Lorsque, en septembre 2023, il y a eu la fameuse directive dont j'ai parlé concernant interdiction de travailler ces pays-là, machin, aucun visa, j'ai saisi l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme qui nous a donné un super cabinet spécialiste dans les recours Conseil d'État et recours CNCDH,
qui nous ont dit ben, ça c'est forcément attaquable et s'ils ne font pas machine arrière, s'ils ne rétropédalent pas, on va les cramer au Conseil d'État, c'est sûr. Et bon, ils ont rétropédalé, donc on n'a pas eu besoin d'y aller. Mais en effet, je pense qu'il faut aller sur la judiciaire, de plus en plus sur des démarches comme ça, judiciaires et autres. Tout à fait d'accord avec ça, quoi. Mais en fait, il faut aller un peu au fight, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de ce que je disais la dernière fois à une réunion du fisc là, qui a mis en place la MCAC, qui réunit grand nombre d'acteurs en dehors des membres de l'UFISC. Et on réfléchissait un peu tout ça avec ces discours sur les tables rondes qu'on organise, machin, réinventer les narratifs et tout ça, machin. Très bien, une fois de plus, il faut le faire. Mais en même temps, là, en ce moment, ça tire à balles réelles. Et en fait, nous, on fait de la poésie. On fait de la poésie sur un champ de bataille. Et je pense que là, il faut qu'on rentre vraiment dans le fight, vraiment dans le dur. Et vraiment dans un militantisme de plus en plus fort. Donc c'est aussi en ça que je disais aussi comme exemple voilà, sur les autres modèles économiques, c'était plus la dimension un peu militante, etc., que je pense qu'il va falloir vraiment retrouver. Et très fortement parce que... Ouais, parce que ça frite dur, quoi, là. Tous ces pays de la Loire, tu l'as cité, etc. Parce qu'en dehors de la baisse de subventions, c'est les discours, quoi. C'est les discours qui vont avec, qui sont en définitive plus problématiques, parce qu'ils mettent dans l'esprit des gens, des citoyens, de la société française, voilà, cette notion qu'il y a des gens subventionnés, privilégiés, etc., alors que les subventions ne servent pas à financer des salaires mirobolants. Ils servent à faire des actions en prison, en hôpitaux, etc., qui sans ça ne peuvent pas être faits, etc., etc. Donc il y a vraiment... il faut aller au fight plus que à bon, il faut garder la réflexion. On va pas faire du combat débile. Il faut garder la réflexion, mais pour l'instant on a la réflexion, mais il nous manque un peu la baston, quoi. Complémentarité de ces échelles d'intervention. Je crois que tu dois filer, Arnaud. On te remercie pour ton intervention. Tu voulais intervenir? Non, c'est très très. Non, ça m'a- Ok, bah on peut prendre, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre des interventions, échanger avec la salle si vous voulez. On va faire tourner un petit micro. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a des... Voilà, on échange. Est-ce que si vous voulez dans la salle? Ouais, une toute petite question, mais par rapport à la dernière intervention, je me demandais si finalement l'institutionnalisation des musiques actuelles avec le label SMAC, etc., n'a pas un petit peu fait perdre la liberté de création et de programmation des musiques actuelles. Putain, fallait dire ça. Et Arnaud vient de partir. Ah là là. Désolé Arnaud. Bon, ouais, est-ce que quelqu'un va peut-être répondre dans la salle, hein. Je ne sais pas s'il y a une structure labellisée dans la salle. Guillaume, non, je te vois Guillaume au loin. Tac. Tu veux répondre? T'es pas obligé, hein, je t'oblige pas. Donc, est-ce que j'ai bien compris la question? Donc, est-ce que le label SMAC vient un peu freiner la liberté de programmation? C'est ça le sens de la question. Bah, de mon petit point de vue de la cartonnerie, je dirais que non. Mais en réalité, tout le monde n'a pas les mêmes réalités en étant labellisé SMAC. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut protéger certaines structures du fait d'avoir ce label du ministère. Parce que justement, dans ce label, pour l'avoir, il faut quand même souscrire au fait d'avoir une programmation diverse, dans tous les sens du terme. Donc, a priori, et là je dis bien a priori, le label SMAC va plutôt aller dans le sens de la défense d'une programmation riche et diverse. Alors, après, là je vois ce que tu veux dire, effectivement, il va peut-être être plus dur de porter une parole politique et militante quand on est effectivement financé par différentes strates de collectivités, y compris l'État. Donc là, effectivement, il peut y avoir une forme d'autocensure dans la parole qui va être portée par les directrices et directeurs, sans doute. Après, je sais que je n'ai pas connaissance dans un rayon proche de structures qui sont face à ce problème-là, mais peut-être que ça vient du fait qu'il y a cette autocensure. Effectivement, on peut peut-être imaginer que la parole se libère moins quand on pense effectivement aux subs qui déjà baissent et qu'on n'a pas envie de voir forcément baisser davantage. Ça, c'est possible. Est-ce que forcément ça induit une forte baisse de liberté de programmation, puisque c'est le sujet? C'est possible en fait. Oui, si on parle d'autocensure, c'est difficilement évaluable. Donc
Possiblement, moi j'en ai pas que je le vis pas, mais effectivement, je pense qu'il y a des questions qui se posent. Là, effectivement, vu le refus qu'il y a eu autour de Medine, par exemple, je pense qu'un programmateur, une programmatrice, il va y réfléchir à 2 fois avant de malheureusement le programmer. Ce qui est dommage, mais ce qui est peut-être le but aussi des gens qui essayent de mettre l'artiste à l'index. Et pourtant, il a quand même pas mal tourné en Grand Est, on peut le citer quand même, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup Ouais, de SMAC qui l'ont pas fait. Et ce Si, qui est très bien. je peux réagir. Vas-y. Je ne vais pas forcément répondre sur la dimension SMAC, mais il y a parce que c'est compliqué, quoi. La dimension d'institutionnalisation, c'est compliqué. Enfin voilà, en effet, quand on s'institutionnalise, on perd de fait la source un peu parfois. Moi, j'aime bien donner un exemple, c'est la Comédie Française. Il n'y a pas plus institutionnel que la Comédie Française. Et la base, c'est qui? C'est Molière. Et Molière, c'est quoi? C'est le théâtre de Tréteau et la Commedia dell'arte. C'est-à-dire ce qui se joue dans les rues, dans les places, etc., avec les gens autour, etc. Donc il n'y a pas plus populaire au départ. Et ça donne un truc pas plus, on ne peut pas plus faire plus institutionnel à la fin, quoi. Donc bon, voilà, tous ces mécanismes comme ça. Mais en tout cas, comme parfois, etc. Bon. Donc tous ces mécanismes, c'est à réfléchir. Mais en effet, le militantisme, par contre, il va être à retrouver. Et parce que les forces contraires qui nous en empêchent, elles sont là. Elles sont là depuis les pouvoirs publics, mais elles sont là aussi sur les subventionneurs privés. Un membre à nous a juste fait que relayer la campagne du SMA sur l'extrême droite aux dernières législatives, appelant à ne pas voter pour l'extrême droite, etc. Qui était très soft, hein, parce que c'était valorisation justement des actions de service public. Exactement, hyper soft, etc. Et pourtant, cette banque qui donne le la de la musique a dit à notre partenaire, oula, mais vous êtes très politisé quand même. Enfin, on a l'impression que c'était des gros cocos extrémistes de la LCR, quoi. Bon, voilà, donc on est dans une confiscation de la parole publique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, quand ils s'expriment de manière politique, ah, mais c'est pas votre endroit, vous êtes censé faire ça. Voilà, vous êtes censé faire la culture, machin, mais vous n'avez pas une légitimité à tenir la parole. Mais c'est valable pour d'autres, hein. Quand un footballeur s'exprime sur la politique en disant qu'il ne faut pas voter pour l'extrême droite, voilà, on va lui tomber dessus en disant mais qu'est-ce qu'il a, celui-là tape dans un ballon et tais-toi, quoi, en fait. Donc cette confiscation de la légitimité de la parole politique, elle est en fait hyper dangereuse. Ça touche les acteurs culturels, mais pas que, hein, ça touche tout le monde, les acteurs associatifs et autres. Et elle est hyper dangereuse. Pourquoi? Parce que ça dévitalise la politique et la vie politique française. En fait, genre, en France, on est les enfants de la Révolution française, on est des citoyens, et le citoyen par nature est un être politique. Donc on n'a pas à nous dépolitiser, qu'on soit des citoyens ou des organisations de la société civile, parce qu'on est quand même des organisations de la société civile, association loi 1901, etc. pour la plupart. Et après les autres sont des entreprises privées, ça reste la société civile aussi, ceci dit. On a le droit de s'exprimer, enfin encore le droit de s'exprimer en France, en tout cas pour l'instant. Et donc et ces types de discours-là qui viennent un peu s'accaparer comme si le discours politique sur voilà, quoi, la vie de la cité devait être simplement tenue par les politiciens de profession et les autres n'ont pas le droit de s'exprimer, c'est extrêmement dangereux. Donc je pense qu'en effet, il y a un combat à cet endroit-là, quoi. C'est-à-dire de se réapproprier cette parole-là et surtout de ne pas se faire disqualifier sur cette parole-là. Et après, il y a toujours la peur, la crainte de perdre des sous, des subventions ou des financements privés, parce que même le privé s'y met. Sur ce type de retour un peu bizarre. Voilà. Mais après, à un moment donné, sinon on se tait et finalement, en fait, on est les acteurs du drame, hein, finalement, si on ne dit rien non plus. Donc c'est pareil, on va être dans un endroit un peu fin sur lequel il faut on va devoir naviguer, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il va falloir aller au fight, hein, à un moment donné. Et voilà, ça va être dangereux à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, échanges? Moi, je veux bien changer de casquette 5 minutes, si vous me permettez, puisque je suis par ailleurs aussi éditrice musicale et on parle de fight, on parle d'aller au front. Moi, j'ai envie de parler de collectif et d'aller faire collectif en vous partageant une expérience. Il y a plusieurs mois, un des artistes que je défends a sorti a produit un clip sous la forme d'un court-métrage dans lequel apparaissait en fond un drapeau palestinien. Il n'y avait pas de revendication à proprement parler dans ce cours, mais voilà, il y avait un drapeau qui apparaissait. Notre coéditeur a voulu remettre en cause le contrat de coédition. Voilà, donc ça arrive aussi dans le privé. J'ai sorti les griffes et les dents, j'ai gagné.
sans aller forcément plus loin que notre sein privé. Mais du coup, voilà, moi, vraiment m'interroge sur cette idée de collectif, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup parlé de liberté de programmation et de tout ce qui était visible, mais il y a aussi, pensons-le, tout ce qui ne se voit pas. Et c'est vrai qu'une fédé comme Grabuge pourrait justement, je pense, jouer un rôle là. Dans la proposition que disait Arnaud, je pense que c'est important de centraliser un moment toutes ces différentes problématiques, ces atteintes qu'on nomme, et aussi pouvoir partager des ressources. Il en existe quand même un bon paquet. Le SMA, justement, et la Fédélima ont édité des notes très spécifiques avec des process issus aussi, je vous le partage, pour celles qui ne sont pas adhérents à ces réseaux, mais qui peuvent aussi bénéficier de ces ressources qui sont open source, avec voilà, la compilation du travail de leurs adhérents sur comment on peut faire quand on est face à ces phénomènes-là. Important aussi de pouvoir partager ces ressources et effectivement en parler à l'intérieur des espaces qui sont les nôtres. D'autres questions ou réactions sur d'autres choses? Sur la table ou dans la salle? Oui. Merci. On a pas mal parlé du coup de ces sujets-là dans un cercle politique culturel institutionnel. On a un petit peu évoqué la question des publics. Je me demande comment on peut amener les citoyens et nos publics, vos publics, à faire cause commune en fait avec les professionnels sur ces sujets-là. Ça, c'est une bonne question et je trouve qu'il y a un manque. Moi, il y a un truc qui m'a traumatisé lorsqu'il y a eu les législatives, c'est qu'il y a eu la campagne du SMA, etc. Et en fait, alors qu'on a beaucoup de pouvoir, enfin, je veux dire, les membres du SMA, de Zone Franche, etc., ils ont énormément de pouvoir. Ils ont du public, en face, ils ont des citoyens, en fait, et on ne s'adresse pas à eux. Et, moi, j'aurais rêvé de voir les SMAC, les scènes nationales, enfin, les théâtres, etc., ouverts 24 heures sur 24, occupés pour lutter contre la peste brune, quoi. Je le caricature un peu comme ça, mais ça ne s'est pas passé. Et aujourd'hui, on oublie un peu ce truc-là. Donc, je vous fais juste part d'une proposition qu'on a fait. Zone Franche, on a organisé notre forum annuel en avril dernier. Il y a eu beaucoup d'ateliers comme ça sur justement le côté un peu militant. Enfin, Zone Franche, je pense que vous l'avez compris, on est un réseau assez engagé et assez voilà, militant à divers endroits au niveau international, mais aussi sur ces enjeux nationaux-là. Et il y a eu plusieurs ateliers qui ont été menés avec des idées de campagne, etc. Donc une qu'on a proposée justement à la MCAC, qui une fois de plus est un lieu de réflexion, réinventer les imaginaires, etc. Et c'est pour ça que je leur disais tout à l'heure, bon, les amis, c'est bien, mais là on fait de la poésie alors que ça tire à balles réelles, donc je vous propose une campagne. Et en fait, cette campagne, elle s'appelle « À quoi servent vos impôts ?» Ça, il y aurait, enfin, je vous la livre ici. Je ne sais pas s'ils vont s'en saisir parce que c'est pas Zone Franche qui va faire ça tout seul. Il faudrait qu'on soit justement collectivement tous en train de mener cette campagne-là. Elle aurait trois figures. La figure la plus universelle serait une campagne d'affichage, la moins universelle, mais qui nous concerne nous ici dans des lieux de musique actuels et même des théâtres, etc. C'est des annonces au public. Et après, la troisième volet, c'est radio, télé éventuellement, mais ça c'est un peu plus. Mais l'idée, c'est à quoi servent vos impôts, une affiche, et vous avez payé. Alors on va dire par exemple votre place de concert X euros parce que nous sommes subventionnés. Si nous n'étions pas subventionnés, vous l'auriez payé tant. Les subventions, c'est votre pognon. C'est basique, c'est clair, c'est efficace. Que les gens comprennent que les subventions dans les discours qui sont véhiculés en ce moment, c'est pas là pour engraisser des privilégiés de la culture. La subvention, c'est ce qui fait qu'ils paient en SMAC un billet 15 euros, 18 euros, quelque chose comme ça, mais et pas 50 balles, quoi. Ou dans une scène nationale, on paie un billet pour un spectacle à 20 euros et pas 60 euros. C'est ça la subvention. Et de même d'une école de musique. Une école de musique, on paie une entrée, une inscription. Enfin, moi, fut un temps, à l'époque, je dirigeais une école de musique. L'inscription, c'était 350 euros l'année. Si c'était parce qu'elle était municipale, enfin, financée par la municipalité. Si elle avait été privée, ça aurait été 3 fois plus, quoi. Donc l'argent, les impôts, ça sert à ça. Et il y a eu une conférence Culture en danger à l'Assemblée nationale auquel j'ai participé. Il y a quelqu'un qui donnait un chiffre. Il a divisé le coût de la culture en France,
X millions d'impôts, le coût de la culture en France par le nombre de contribuables, si ça représente à peu près 15 euros d'impôts par personne, par contribuable. Je pense que si on enlève 15 euros d'impôts par an, personne le sent passer, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de lieux de concert, de théâtre, etc., ou en tout cas que c'est des lieux privés qui les gèrent et qui du coup font du beurre dessus et avec des tarifs qui sont plus acceptables. Donc je pense que voilà, cette campagne-là, je donne juste cet exemple-là et pas de manière très explicite, j'en prends conscience, mais bref, juste pour dire qu'il faut que dans nos actions, on touche vraiment les publics, parce qu'on ne les met pas en œuvre, en fait, je trouve, à mon sens, alors qu'on a ce pouvoir-là. Je veux dire, les gens qui viennent dans nos salles, dans nos théâtres, etc., sont des gens qui peuvent être touchés par ça. Et c'est important de faire ça, parce que même dans ces publics-là, il y a des lectures Enfin, les gens aujourd'hui sont dans un trouble politique curieux. Je vais vous donner un exemple. Un bénévole, enfin, il y a eu l'année dernière, pendant la législative, un festival, membre de Zone Franche, Musique du Monde. La directrice a réalisé que dans ces bénévoles, il y en a qui votaient Rassemblement National, qui disaient « Ouais, ben nous, on va voter Rassemblement National ». Elle a dû avoir un débat avec ces bénévoles. Elle disait « Mais tu te rends compte, comment tu peux être bénévole dans un festival, Musique du Monde, etc. » Ils ne voyaient pas le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une déconnexion aujourd'hui avec tous les messages qui sont véhiculés sur les chaînes, etc. Je ne vais pas citer que Bolloré, ce serait trop facile, hein, parce que BFM et même les chaînes TF1 et Service Public sont un peu dans ces trucs-là. Il y a une déconnexion aujourd'hui sur les réalités politiques de tel et tel parti, quoi. Voilà. Bref, je n'ai pas été très clair, je suis navré là. C'est la fin de journée, mais c'était clair sur l'intention. Vas-y, dernière Ouais, je peux dernière juste intervention. réagir à ce que tu disais, enfin, ton interrogation, mais ça rejoint à ce que tu viens de dire, Sébastien. Je trouve que c'est assez important que le public soit informé de tout ça. Moi, je plaide pour cette campagne que je trouve super intéressante, qu'on fait à notre humble niveau de manière directe avec les publics pour expliquer que, voilà, que même l'équipe salariée qui vous accueille, c'est merci, parce que c'est vous qui payez mon salaire finalement. Donc c'est important de le savoir. Et voire même d'y greffer, moi c'est le truc un peu choquant, je suis moins impacté moi sur mon territoire, mais quand j'entendais Arnaud tout à l'heure dire qu'il y a des élus qui disent tu programmes tel ou tel artiste qui me pose problème, je t'enlève 5 000 € ou je signe pas la CPO. Enfin, je trouve que là, il faut que ça se sache. Il faut afficher cette personne. Il faut que cette personne soit affichée quelque part sur les réseaux ou je ne sais quoi. Les moyens ne manquent pas. Mais je trouve que et ça rejoint aussi à ce qui a été dit, que les directions de lieux ou de structures qui sont face à ces problématiques-là ne se sentent pas isolées, parce que quand on le subit, c'est difficile. Si on le subit, c'est que c'est un élu du territoire. Donc c'est difficile aussi d'ouvrir sa gueule, entre guillemets, alors qu'il y a potentiellement des subventions et donc tout un projet et toute une équipe salariée qui en dépend. Mais peut-être que c'est le rôle de Grabuge ou d'autres structures ou de Zone Franche de se faire le relais de ça pour afficher ces personnes-là, pour que les gens sachent, parce que c'est complètement pas logique. Et donc ça, je trouve que c'est un premier point qui me semble assez important. Et puis deuxième chose, mais qui a strictement rien à voir, mais ça rejoint un peu à ce que tu disais au sujet quand tu as évoqué l'idée des SMAC. Est-ce que le financement, c'est plus un financement qu'un label, finalement, il me semble, hein, Bref, de SMAC dans les... Non, mais c'est vrai, parce que justement, je trouve que le SMAC a créé finalement quelque chose une pensée... comment dire, pardon. Genre, une SMAC, c'est un lieu. Ce qui est, à la base, pas fait pour. Les SMAC, c'est un financement qui sont souvent pris par un lieu qui fait de la diffusion, mais ce n'est pas l'idée de base. Et ce réseau SMAC, comme on l'appelle, avec le stéréotype de la SMAC, une grande salle de 1100 ou 1200 places, un club de 300 places, des studios de répétition et tout ça, a créé finalement un réseau économique et qui est très pertinent, parce que voilà, c'est une politique publique qui a été mis en place et il faut aussi s'en féliciter. Mais ça crée aussi un écosystème de diffusion qui devient la locomotive justement de la liberté de création. En fait, en gros, le programmateur ou programmatrice de la SMAC doit remplir ses 1200 places. Si elle ne les remplit pas, ça ne marchera pas. Donc il faut de la tête d'affiche, donc potentiellement moins de diversité. Les producteurs, sachant ça, créent des spectacles pour faire la tournée des SMAC.
et non pas pour créer à la base. Donc peut-être qu'aussi les artistes ont ce prisme un peu économique de se dire je veux créer ça, mais en fait je vais pas le faire parce que ça tournera jamais. Donc même on voit aussi dans les dispositifs émergents d'accompagnement ou autres, et pour le faire aussi à mon niveau, des artistes qui disent on est un collectif, on est 9 artistes, voilà notre spectacle qu'on veut faire, qu'on veut créer et tout. Première chose à leur dire, c'est ne le faites pas. 9 artistes sur scène, c'est mort. Donc finalement, la dimension économique impacte aussi la liberté de création. Ce qui est dommage, parce que peut-être que le spectacle à 9 pouvait être fabuleux. Mais démerdez-vous, enlevez la section cuivre ou je sais pas quoi, soyez 3, parce que plus de 3, vous ne tournerez pas. Et on peut le voir dans les Inouïs à Bourges, dans tous les dispositifs d'accompagnement. Les artistes ou les projets artistiques commencent en solo, duo, trio, max, quitte à grossir après, une fois qu'économiquement, on peut viabiliser le projet. Donc finalement, dans ce truc juste liberté de création, je pense que la dimension économique joue aussi. Merci. Ce qui n'a rien à voir avec le côté politique, mais bref. Bah si, ça en est, mine de rien. Il y a un lien. Mais... Je crois qu'il y avait une intervention derrière toi. Ouais, simplement, je ne sais pas si ça va relancer quelque chose, mais donc, je sais pas si... Il faut qu'on conclue, donc... Oui, je sais, mais il y a quelque chose quand même qui me gêne un poil enfin, qui me gêne, en tout cas, qui m'interroge un poil dans les dernières choses qu'on a dit là. D'abord, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il faut faire attention, à mon avis, à bien se garder de se focaliser trop sur l'extrême droite, même si c'est un problème en soi. Parce qu'encore une fois, les attaques les plus dures pour l'instant, en tout cas les plus visibles, elles ont été portées par Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes, par Morancé, extrême centre, en Pays de la Loire, et au niveau régional. Par le biais économique, mais avec une forte dimension de censure aussi, et pour le coup affichée du côté, en tout cas, de Wauquiez en Rhône-Alpes, en disant ces gens-là programment des choses qui sont woke, et du coup j'arrête de les subventionner. Donc revenir à cette, faut faire attention parce que tout est finalement, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Donc aussi dans l'idée de faire front contre et la peste brune comme tu l'as nommé, évidemment, mais en même temps, si c'est pour mettre à la place des gens qui font la même chose finalement, c'est à double tranchant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a parfois aussi tout est complexe finalement. Et quand dans cette campagne de où vont vos impôts, les impôts de celui qui est allé faire un salut nazi sur la scène de Victor, ils passent aussi par là. Et lui, il serait bien content que effectivement ces impôts, ils servent pas à financer des trucs qu'il n'a pas envie de voir. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un truc qu'on ne doit pas perdre, même si c'est difficile et même si tout dans la société fait qu'il y a un fossé qui se creuse entre eux et nous, qui est le nous, mais en tout cas que notre volonté de discuter, de dialogue, de combler ce fossé-là, elle doit toujours être présent. En tout cas, on doit toujours avoir ça en tête, que même si c'est pas facile, c'est important de garder à l'esprit que voilà, il y a le but du jeu, ce serait de renouer le dialogue, en tout cas quand c'est possible, et par les petits bouts où c'est possible, comme tu le disais, avec la directrice qui va parler à ces gens qui votaient Rennes, en expliquant pourquoi ça peut être... Voilà, maintenir ces espaces de dialogue-là, parce que sinon, on va front contre front, et sans mauvais jeu de mots. C'est un beau mot de la fin, puisque la culture, c'est du faire ensemble, c'est du lien. Et pour faire ensemble, il faut aussi avoir de la bière. On a de la chance d'en avoir aussi qui est proposée par Victor aujourd'hui. Donc on va pouvoir tranquillement, ça me fait la transition à la conclusion, aller vers le verre de l'amitié qui va conclure cette belle journée. Je vous remercie. Et en toute modération, évidemment, pour ceux qui conduisent. Je vous remercie sur la table pour vos interventions et merci dans l'assistance pour vos questions, participation et pour votre participation à l'AG.